Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous avons le plaisir de recevoir David Charlet, le président de l'Anacofi, pour un grand entretien avec, au sommaire, 3 sujets qu'on a envie de traiter avec David Charlet sur le plateau de Smart Patrimoine. Le sujet de la réforme du courtage, évidemment, qui sera-t-elle bloquée, ne sera-t-elle pas bloquée? Quel impact sur les associations de CGP? C'est autant de questions que nous lui poserons dans un instant. Mais nous évoquerons également le sujet de la transparence sur les frais ou encore de la récolte des préférences ESG des épargnants. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Première question qui anime quand même pas mal actuellement le monde des CGP, c'est cette réforme du courtage. Les associations agréées s'y préparent quand même depuis plusieurs mois, ça peut même se compter en années pour certaines d'entre elles. Le sujet est bloqué, si je puis dire. La réforme, on ne sait pas encore, mais le sujet est bloqué puisque le 25 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité afin, je cite, d'examiner la conformité de la réforme du courtage au regard de la Constitution. Quand on arrive devant le Conseil constitutionnel, on se dit, bon, là, il y a 3 choix, c'est ou c'est oui mais, ou c'est non. Et si c'est non, ça veut dire qu'on arrête purement et simplement cette réforme du courtage. Comment est-ce que vous voyez les choses, David Charlet? Bon, la première chose, c'est on a vu il n'y a pas très longtemps une externalisation du ministère de l'économie qui a dit si c'est non, on la refera, mais on la fera. Bon. D'accord. Donc déjà différemment donc, mais... Différemment donc, mais voilà. Donc il y a une vraie volonté, il y a une volonté qui est assez ancienne, puisque rappelons-nous qu'il y a quand même eu un faux départ après la loi Pacte. Et c'est revenu. Et puis, rappelons-nous aussi qu'en France, on est un pays de la co-régulation depuis le début des années 2000, côté CIF, qu'on est un pays dans lequel on a des ordres. Tout ça, il y a un certain nombre de pays où ça n'existe absolument pas. Donc, on a cette culture d'impliquer les professionnels à l'intérieur de l'organisation d'une profession. Il y a des années, c'était les ordres, mais ça se prête bien aux professions civiles et pas forcément aux ordres. Aujourd'hui, c'est un système de hautes autorités indépendantes qui se rattachent des entités de professionnels. Voilà. Donc, clairement, je pense qu'il fallait quelque chose et ce que dit le ministère, c'est qu'il y aura quelque chose. Après, oui, on est dans un moment où on est un peu dans l'expectative, mais ça ne va pas durer très longtemps, quelques semaines, et bien puis sûr, on va savoir ce qu'il en est. Oui, parce que la décision devrait être rendue au plus tard, le 25 octobre, oui, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on a en tête, 25 ou 26. On sait qu'on a une audience le 11 octobre et ils prennent leur décision en général sous une dizaine de jours, donc on devrait même l'avoir avant. Mais la date qui était annoncée comme étant la date à laquelle on aurait la réponse, c'était le 26. Ce qui veut dire que, de toute façon, tout ce qu'on avait à faire dans les différentes associations, c'est fait. Je rappelle qu'on a dû ouvrir en état de fonctionner le 1er avril. Bien sûr, oui, c'est ça. C'est que, en fait, ce questionnement arrive juste après, finalement, que ça entre en vigueur, en tout cas pour les niveaux IOBSP. C'est un juste après de nombreux mois. C'est-à-dire que les organisations professionnelles ont déjà eu une réunion avec l'ACPR pour un état des lieux et leur bon fonctionnement avec une ACPR qui leur a dit, bon, nous entendons que ça fonctionne comme c'était prévu, où en êtes-vous? Voilà. Bien sûr. Donc, on est vis-à-vis de l'ACPR, on n'est plus du tout dans le on verra plus tard. On est dans le on continue tel que c'est prévu et veuillez nous rendre des comptes quant à ce que vous avez mis en œuvre et si ça marche. Voilà. Et la réunion a je crois 2 semaines à peu près. Donc voilà. Et alors, pour les gens qui nous écoutent, que ce soit épargnants ou CGP, vous dirigez une des plus grandes associations de CGP en France. Si jamais le Conseil constitutionnel révoque la réforme du courtage, c'est une crainte, un risque pour le secteur? C'est une crainte. Ce serait, à notre sens, ce serait une bêtise. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que l'Anacofi se définit comme la principale organisation des courtiers, des entreprises du courtage et du conseil, banque, finance, assurance, dont sont les CGP et dont sont chez nous les conseils en finance et développement d'entreprise. Voilà. Donc les courtiers, on s'en occupe déjà depuis des années. Nous étions déjà classés dans la catégorie des associations d'accompagnement des entreprises. D'accord. Donc pour nous, ce qui se passe, c'est simple. On avait 3315 entreprises au 31 décembre avant l'entrée en vigueur de la réforme. On en a 4200 à cette heure. Ça nécessite une association qui, peu ou prou, est de la taille de celle qu'on a, et les services qu'on nous a demandé de déployer, 95% c'était ceux qu'on offrait déjà aux entreprises. Ça vous donne une petite idée de ce qui se passera si jamais la réforme tombe. C'est de toute façon, l'Anacofi continuera son job. Le premier faux départ qui a eu lieu avec Pacte, on était tous en train de se mettre en ordre de bataille. Notre réponse est la même. C'est nous garderons les services et puis tout ce qu'on aura eu à déployer sera maintenu pour les membres que nous gardons. Mais enfin, on avait déjà 3315 entreprises avant la réforme. Donc, pour celle-ci, les moyens à mettre en œuvre sont importants. Donc, voilà. Et puis après, le turnover aujourd'hui des salariés fait qu'en 2 ans, les salariés qu'on a embauchés en plus seront partis. On ne fera juste pas de recrutement, mais de la réorganisation interne s'il le fallait vraiment. Voilà. Par contre,
Effectivement, on a engagé 1 million d'euros, on a dépensé des centaines, en plus du budget normal, on a engagé des centaines et des centaines d'heures de travail d'équipe. Ça, ce serait perdu parce que tout n'était pas nécessaire dans ce cas-là. Et il y aurait un peu de râlerie de ce côté-là, c'est certain. Bon, on ne va pas revenir sur le sujet même de la réforme du courtage, ou en tout cas du pourquoi il y a une question prioritaire de constitutionnalité. On l'a déjà traité dans cette émission et on le retraitera dans cette émission. Il y a 2 autres sujets sur lesquels on trouvait intéressant d'échanger avec vous, David Charlet. Il y a tout un travail qui est fait actuellement sur la transparence des frais. On se souvient que ça avait été une demande de Bruno Le Maire en matière de PER, d'ailleurs, et que maintenant on a des tableaux qui permettent une transparence et une comparabilité des frais. Mais là, il y a, et vous êtes associé à ces discussions, un sujet sur la transparence des frais au sens global, quand on parle de gestion de patrimoine. Oui, alors... La problématique, elle vient du fait qu'en Europe, on a un grand débat sur les modèles de rémunération des entreprises de l'accompagnement de l'investisseur, de l'épargnant, du consommateur, appelez ça comme vous voulez, et que, en gros, ce qu'on peut dire, c'est on a le droit au modèle que l'on veut, à la condition d'être transparent sur les frais et la rémunération. Bien sûr. Oui. Donc alors, on rappelle les 2 modèles, c'est qu'il y en a un où il y a des rétrocessions et l'autre où on est payé en honoraire. Officiellement pas. Oui. Non, mais l'officiellement pas est intéressant quand même, puisque dans certains de ces modèles, vous pouvez en avoir que nous, on qualifierait de rétro-commission ou de commission. D'accord. Mais c'est rattaché à, si vous regardez l'Angleterre, c'est possible, sur de l'assurance vie long terme, à condition que le client ait dit qu'il venait faire de l'épargne, auquel cas il donne son accord pour que vous soyez rémunéré par la compagnie. Vous réfléchissez 2 secondes et vous me dites où est la différence par rapport à nous, qui lui disons c'est toujours comme ça, mais je vous dois le détail de ce que je vais percevoir, et si vous n'êtes pas d'accord, on fera autrement. D'accord. Okay. Je comprends. Juste réfléchir celle-ci. Donc il n'y a pas d'uniformisation européenne. C'est ce que vous nous dites déjà sur ce qui est indépendant ou CGP ou CGPI. C'est encore un autre sujet. D'accord. Okay. C'est-à-dire que l'indépendance en matière en finance, elle induit mécaniquement le refus de la rétrocession. Bien sûr. Oui. Mais c'est pas vrai en assurance, c'est pas vrai en bancaire. Donc là, on rentre dans un domaine où là, ça deviendra un peu compliqué pour le faire en quelques minutes. Donc le sujet part simplement de cette chose-là, qui est en Europe, les États ont le droit de choisir leur modèle, mais dans les États où on est libre du mode de rémunération, on doit assurer un minimum de transparence, plus un certain nombre d'autres choses, des procédures, etc., pour garantir qu'on n'aura pas de problème sur le client, mais voilà. Donc là, pour faire simple, ça veut dire que quand on a un épargnant en face de nous et qu'on lui dit vous ne payez pas puisque c'est, par exemple, je sais pas moi, l'émetteur de produit qui va me payer. En fait, il paye, il doit le savoir. Mais surtout, vous devez savoir exactement comment ça se passe. Exactement, vous devez savoir comment ça se passe et vous devez savoir combien, moi, qui suis votre conseil, c'est-à-dire juridiquement, c'est vous qui me demandez de l'aide, c'est vous mon client, c'est pas celui dont je vais vous proposer in fine un produit. À partir de là, il doit savoir ce qu'il a à savoir et entre autres choses, combien nous on a gardé, ce qui en soi n'est pas anormal et c'est acté surtout. Donc par contre, ce que l'on a vu, c'est que les différentes règles européennes ont amené à différentes solutions selon les univers. Et donc encore une fois, banque, assurance, finance, c'est pas la même manière de faire de la transparence. Donc les travaux actuels, ils ont vocation à faire 2 choses. La première, c'est qu'on est en train de renégocier les textes européens, et que donc il faut graver dans le marbre ce qui sera la règle dans l'ensemble des pays, ou la liberté d'agir dans l'ensemble des pays de l'Union pour les 12 ans à venir. Donc on est en train de finir cette négociation. Pour correctement finir cette négociation, encore faut-il que dans les différents États, on ait fait les études et qu'on ait fait la réflexion qui était nécessaire. La France souhaite donc faire sa proposition, c'est un travail qui a déjà commencé il y a un moment, mais là, stabiliser ce qu'elle va proposer, et entre autres acteurs, mais l'un des principaux acteurs à qui il est demandé de réfléchir, c'est le comité consultatif du secteur financier. Comité consultatif du secteur financier, c'est en gros la 60aine d'experts mis à la disposition du ministère par les différents acteurs du marché. Bien sûr. On avait déjà reçu mission de travailler d'une manière franco-française sur l'amélioration de cette transparence. Ce qui avait amené, entre autres choses, à ce dont vous parliez, c'est-à-dire la transparence sur les PER. Et en même temps, on avait glissé dedans et sur les contrats en unité de compte d'assurance vie. Voilà. Donc là, on a un gros travail qui a été fait, qui doit continuer, puisqu'on a encore une séance demain sur ce sujet, et on doit essayer de stabiliser quelque chose qui permette une uniformisation, parce que c'est pas le cas. Et ça gêne absolument toute la chaîne, c'est-à-dire de la société de gestion à la compagnie d'assurance jusqu'au terrain va devoir répondre aux clients. On est dérangé parce que c'est pas les mêmes règles, ça doit rentrer dans des outils. Aujourd'hui, les choses sont digitales et si elles sont pas digitales, il faut le faire à la main, mais c'est quand même plus facile si tout a le même format. Donc on a du mal à récupérer l'information qui permettrait une réelle lisibilité des frais, c'est ça ? Alors, ça, c'est un effet pervers de ce que ça provoque. Mais c'est surtout qu'un même client, s'il a une assurance vie, s'il a un compte titre,
la transparence n'est pas assurée de la même manière. D'accord. Donc, Okay, donc on n'a pas la même il ne va donnée. pas comprendre, et le professionnel lui-même, pour construire ces deux tableaux, c'est une galère. Donc on essaye là de résoudre ça, et par étapes, par touche, les travaux du CCSF amènent à ça. Alors par touche, sauf que là on essaye de passer carrément la montagne d'un bond, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire et qu'on devrait pouvoir produire dans les semaines à venir, c'est une proposition française d'uniformisation totale. C'est ce que j'allais dire, c'est que ça veut dire en fait on aura un référentiel quel que soit le produit. D'accord. Okay. C'est l'idée. Et ça c'est possible ? Oui, en tout cas, vous y travaillez. Ouais. Non, mais c'est possible. C'est possible. Après, ça peut vouloir dire que nous, en France, on va être mieux disant que la règle européenne telle qu'elle est connue aujourd'hui. D'accord. Okay. Mais c'est déjà le cas avec Pacte, donc c'est pas très grave. Et ça permet de proposer au niveau européen une solution française. Vous voyez, ça, c'est possible, ça marche. Si vous voulez vraiment passer le pas et rajouter de la transparence dans les textes européens, il n'y a qu'à faire comme ça. Voilà. Et le résultat qui sera présenté demain, je le connais déjà un peu et qui sera discuté. Très franchement, ça me semble faisable. Dernière question, il nous reste 2 minutes. David Charlet, il y a un sujet sur lequel j'avais envie de vous poser quelques questions aussi, c'est la récolte des CGP ou des CIF, des préférences ESG des épargnants. On en parle souvent dans cette émission, et ce qui ressort quand même, c'est que tout le monde n'est pas forcément au courant encore aujourd'hui qu'il faut récupérer les préférences ESG des épargnants, qu'on ne sait pas exactement les questions qu'il faut poser, qu'on sent que tout ceci se met en place, mais que rien n'est encore 100% clair, alors même que certains doivent déjà commencer à le faire. Alors, si vous voulez dire que les autorités européennes ont été à la bourre sur un texte qui est... le politique a annoncé une date de sortie et personne n'était capable de produire à cette date. On va le faire, juste un exemple. Pour la sphère financière, en France, on a déplacé l'entrée en application à janvier 2023. Bien sûr. Par contre, en assurance vie, on ne l'a pas décalé. Depuis le 2 août, vous devez appliquer. Bien sûr. Le seul petit problème, c'est que le document qui a été fourni par le IOPA, donc le super régulateur européen, il date de la semaine du 20 juillet. Alors, pour transformer tous vos protocoles et vos documents en l'espace d'une semaine dans des entreprises, en plus en pleine vacances, et ce, quel que soit le pays d'Europe, je vous souhaite bien du plaisir. Bon, et quand on regarde ce document est très intéressant. Et franchement, il dit déjà des choses que beaucoup de ceux qui construisent des documents aujourd'hui en essayant d'avoir quelque chose n'ont pas intégré. Il ne donne pas le détail. Donc on ne sait pas ce qu'on doit demander. Ou en tout cas la façon dont on doit le demander. On voit à peu près ce qu'on doit demander, mais par exemple, il y a quelque chose où il renvoie aux autorités locales en disant la granularité devra être suffisante au regard du client de ce qu'il a proposé. Quelle granularité voulez-vous ? Voilà, on parle de taxonomie. Alors la taxonomie, outre le fait que celle sur le E, elle est discutée, on parle de ESG. On n'a même pas la taxonomie S et G. Bon, on nous indique maintenant où doit se trouver la question sur l'appétence des clients en matière d'ESG. Ou dans des questionnaires. Des gens travaillent depuis des mois à avoir des logiciels et on les ont glissés là où ils pensaient qu'il fallait les glisser à l'intérieur de KYC ou de fiches clients standardisées, digitalisées, les ont programmés. Et là, on leur dit, il faut le mettre à tel endroit et pas à un autre. Bon, c'est très bien. Ça, au moins, vous voyez, là-dessus, on a une réponse claire. Mais on l'a un peu tard. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut appliquer. On commence à avoir des choses, mais c'est sûr que... Mais pourtant, on récupère déjà les appétences ou la version au risque aujourd'hui. Donc en fait, il ne suffit pas de caler les préférences ESG sur ce qui marche déjà pour le risque ? Alors, d'abord, les deux peuvent avoir une certaine corrélation, elle n'est pas parfaite. D'accord. En matière de risque, la question qui doit être posée, c'est quasiment du comportemental. On balance une série de questions, on a les réponses du client et on va pouvoir dire vous valez 2 sur 7. D'accord. Sur une échelle de 7, qui est une échelle SRI, que tout le monde connaît. En matière de ESG, on ne marche pas comme ça. En matière de ESG, c'est le client qui va s'auto-scorer. Donc c'est différent. D'accord, je comprends. Ce que ça signifie n'est pas la même chose. En matière de risque, ça dit c'est ça, sa vraie tolérance au risque. En matière de ESG, il peut y avoir un énorme écart. C'est-à-dire que lui, on va lui demander est-ce que vous conduisez une voiture essence ? La réponse sera oui. Est-ce que vous mangez de la viande rouge ? La réponse sera oui. Est-ce que vous adorez le carbone ? La réponse sera toujours oui. Et la question en fait qu'on va lui demander, c'est en matière d'investissement, jusqu'à quel point voulez-vous être ESG ? En fait, il peut vivre comme quelqu'un qui détruit la planète, qui se fiche éperdument du S et du G, mais qui dit dans mes investissements, je voudrais l'avoir. Alors qu'en risque, sa réponse qu'il nous donne, c'est en fait sa réalité de tolérance au risque et normalement... Oui. On est sur du déclaratif et non pas sur du scoring, je comprends. Et voilà. On va devoir s'arrêter là-dessus malheureusement en termes de timing. Mais merci beaucoup David Charlet de vous être prêté à l'exercice de répondre à 3 sujets quand même d'enjeux, d'actualité en matière d'actualité de gestion du patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de l'Anacofi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve demain à 13h sur Bismart.